nouvelle semaine qui démarre sur le grand rendez-vous. Bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Le temps sera-t-il au beau fixe demain? Découvrons-le ensemble à travers la météo. Bonsoir à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent depuis Niki. Au menu de ce grand rendez-vous, nous avons 3 rubriques. Nous allons démarrer avec Nature et Bien-être. Nature et Bien-être qui s'intéresse à la destruction de la couche d'ozone. Est-ce une menace pour l'environnement? Eh bien, Autant savoir vous emmène à la découverte du transport fluvial, un moyen de transport pas très utilisé. Est-ce là ou est-ce méconnu? On en parle justement dans Autant savoir. Quant à l'expert du jour, il viendra nous entretenir sur les opportunités contenues dans les formations TIC. Le grand rendez-vous, c'est aussi le journal et il sera bien au rendez-vous avec Roch Aurelien à Kweinou. Bonsoir Roch. Bonsoir Agnat Bello, je suis heureux de vous retrouver, aussi heureuse ce lundi comme la plupart des abonnés GSM qui viennent d'être délivrés par l'abrogation du très controversé décret sur les taxes GSM. Agnat Bello. On ne finira pas d'en parler justement, le sourire est sur toutes les lèvres, en tout cas pour la plupart de ceux qui étaient contraints de voir le mot taxé. On n'en parlera pas trop. On vous laisse le temps de nous présenter les titres du journal. Tout à fait, Agnat Bello. Au menu du journal ce soir, nous parlerons brièvement de cette actualité. Mais je vous informe déjà que le Bénin va disposer très bientôt d'un document dans lequel sont recensés tous les acteurs intervenant dans l'agriculture, l'élevage et la pêche. Quelle sera l'utilité de ce répertoire? Vous en suivrez un reportage qui répond à cette question. Nous resterons dans le secteur agricole, mais pour cette fois, voir le dynamisme des curricula de formation face aux exigences du marché. Estelle Pazot nous conduira dans quelques lycées et facultés de formation agronomique. Et puis, nous finirons par les bipolaires. Qui sont-ils? Comment se manifestent les troubles de la bipolarité? Restez avec nous pour tout en savoir, chers téléspectateurs. Voilà, Agnat, les grands titres qui vont meubler le journal de ce soir. Alors, Roch Aurelien à Kweinou, nous espérons que nous n'avons pas beaucoup de téléspectateurs qui soient bipolaires. Si c'est le cas, peut-être que vous aurez une bonne nouvelle pour eux dans l'information qui a trait à la bipolarité. Parfois, on est bipolaire sans le savoir et le reportage que vous allez suivre dans le journal de ce soir vous permettra de savoir si vous êtes bipolaire ou bien si vous avez des gens qui souffrent des troubles bipolaires autour de vous ou dans votre environnement. Alors, merci à la rédaction de BB24 donc pour le choix de ce sujet. On en parlera plus amplement à 19h45. Merci à vous, Roch Aurelien à Kweinou. Le grand rendez-vous se poursuit et le premier plateau va s'installer. C'est Nature et Bien-être.
La destruction de la couche d'ozone, on en parle avec Amandine Agnambossou et son invité. Ce sera après ce reportage. Essentielle à la vie sur Terre, la couche d'ozone est fragilisée par le rejet de gaz polluants dans l'atmosphère. Ces gaz forment des trous et laissent passer les rayons ultraviolets, très dangereux pour la santé. Nous avons des gaz que nous utilisons et ces gaz en circuit normal ne détruisent pas la couche d'ozone. Mais par les méfaits de nous, artisans et autres, là, ils lâchent ces gaz-là dans l'atmosphère et qui s'en vont directement attaquer la couche d'ozone et qui le perforent. Lorsque ces gaz sont de mauvaise qualité, eh bien ces gaz vont directement éroder la couche d'ozone. Donc il faille maintenant censurer l'usage de ces gaz-là. Et pour y arriver, le Bénin décide de s'attaquer au problème des hydrofluorocarbones, indispensables à la production de froid et hautement polluants. Les frigoristes sont au centre des préoccupations. Ils doivent surveiller et manipuler ces fluides. Il faille maintenant censurer l'usage de ces gaz-là, eh bien en faisant quoi? En mettant une organisation, le protocole de Montréal, le protocole pour la préservation de la couche d'ozone, également l'amendement de Kigali relatif aux substances approvisionnant la couche d'ozone. Bref, toutes ces instances fêtières-là se sont mises en branle pour faire quoi? Eh bien, pour activer des fibres qui consistent à organiser des garde-fous. Lorsque vous avez des fluides frigorigènes de bonne qualité, la couche d'ozone est préservée. Voilà pourquoi les instances fêtières internationales eh bien, travaillent à ce que eh bien, on puisse utiliser les bons fluides frigorigènes dans nos équipements de climatisation et de froid. Des dispositions sont prises par le gouvernement pour lutter contre ces substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Les acteurs du froid ont reçu, à la veille de la journée consacrée à cette lutte, 12 identificateurs de fluides frigorigènes d'une valeur de 40 millions de francs CFA, ceci pour consolider leur formation. On nous donne un équipement de ce genre juste pour constater ce que nous achetons avant de les acheter. Ça nous permet d'analyser les fluides frigorigènes qu'on vient nous proposer. Parce qu'il y a des gens qui viennent, ah mon gaz est bon, tu prends, tu découvres après que ça ne vaut rien. Donc c'est pour éviter tout ça, là, cette catastrophe, qu'on nous distribue ces appareils-là. Ça va nous permettre de détecter les bons gaz, les gaz purs, n'est-ce pas, et sans humidité, et ça va nous permettre aussi de limiter la destruction de la couche d'ozone. Gardons la tête froide et poursuivons nos efforts, c'est le thème retenu pour cette édition 2018. Plusieurs actions préalables ont été menées pour préserver la couche d'ozone. Nous renforçons les capacités des spécialistes de froid et climatisation, les enseignants. Nous renforçons les capacités des artisans frigoristes également, parce que c'est eux qui les manipulent. Donc nous renforçons leurs capacités pour leur enseigner le type de fluide frigorigène qu'il faut utiliser. Nous les bachotons également sur ce que c'est que l'amendement de Kigali. La douane, également, nous les formons. Pourquoi? Parce que c'est eux qui doivent savoir comment raisonner, arrêter les contrebandiers. Ces différents acteurs s'unissent pour préserver l'écosystème et la santé des hommes. Chaque citoyen est invité à s'engager dans la protection de la couche d'ozone, un investissement de soi très utile pour la santé et l'environnement. Justement, pour pouvoir s'intégrer dans cette forme de protection de l'environnement, il faut déjà comprendre les méandres de cette destruction de la couche d'ozone. On en parle avec Amandine Agnambossou et son invité qui est déjà sur le plateau, Béli Pogodo, je crois. Monsieur Béli Pogodo, bonsoir. Bonsoir, chers amis journalistes. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Le plaisir est vraiment partagé. Alors, vous êtes un point focal suppléant ozone au ministère du cadre de vie. Absolument. Amandine Agnambossou. Agnès Bello. Bonjour, Voilà. Bonsoir à vous. On est encore ensemble. Hein? Oui, comme tous les lundis. C'est avec plaisir qu'on vous reçoit. Le plaisir est avec partagé. Oui. Monsieur Béli Pogodo, bienvenue à vous et merci beaucoup pour la disponibilité. Est-ce que vous pouvez déjà nous définir ce que c'est que la couche d'ozone? Je vous remercie pour cette part belle que vous faites au ministère du cadre de vie au travers du Bureau national ozone représenté par la direction générale du cadre de vie et du développement durable. C'est un honneur, un plaisir renouvelé d'être encore sur ce plateau pour parler de cette enveloppe stratosphérique qu'est la couche d'ozone. La couche d'ozone, on le sait, c'est une bande stratosphérique que nous trouvons à 10 km au-dessus de nos têtes,
et qui a été mis là par la providence, par le bon Dieu, pour empêcher les rayons solaires nocifs de parvenir à causer des dégâts sur les hommes, sur les animaux, sur les écosystèmes. Donc cette bande-là constitue un filtre qui empêche les UV, les rayons UV, les rayons ultraviolets, de causer assez de dégâts sur la Terre. Donc si cette couche d'ozone n'existait pas, il n'y aurait pas la possibilité d'avoir vie sur Terre. Et quelle est la relation entre la couche d'ozone et la préservation de l'environnement? Écoutez, la couche d'ozone, c'est ce que je viens de vous définir. Et les scientifiques au plan mondial ont remarqué il y a plusieurs années, dans les années 80, que cette couche a commencé à s'éroder. Et lorsque cette couche s'érode, c'est que les rayons ultraviolets ont maintenant la facilité de parvenir à la surface de la Terre et de provoquer les dégâts. Quels sont ces dégâts? Conséquence, il y a eu des instances. Il y a la Convention de Vienne qui s'est réunie et qui a fait état de ce qu'il y a urgence dans l'air. L'urgence, c'est que il faut urgemment se réunir, les partis, les pays, il faut se réunir pour faire quoi? Pour convenir de ce que la couche d'ozone est en danger. La couche d'ozone est en danger et ça a des impacts sur l'environnement. Mais en termes plus clairs, quelles sont ses conséquences de façon visible? Lorsque les rayons ultraviolets arrivent à la surface de la Terre, elle peut provoquer des cataractes. Elle agit directement sur l'iris des yeux, sur la condition des yeux, provoquer des cataractes. Elle peut provoquer également, pour être bref, des cancers de peau. Voilà pourquoi nous avons organisé des séances de sensibilisation à l'endroit des conducteurs des étudiants et de nos mères, de nos mamans du marché d'Antokpa. Pourquoi? Parce qu'il y a des heures où il ne faut pas s'amuser à rester sous le soleil. Ah bon? Notamment à 11 heures, par exemple, les rayons du soleil sont plus forts et la nature de ces rayons solaires, fait que la peau est exposée directement à un cancer. C'est la même chose pour les yeux. Conséquence, oui. Ce que vous comprenez bien, c'est que les dommages sont déjà là au niveau de la couche d'ozone et oui. Il faut essayer de limiter les dégâts. Il y a déjà le trou qui est là. C'est parce que le trou est déjà là que l'alerte a été sonnée par les instances faîtières internationales. Et conséquence, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver les moyens. D'abord, avant d'arriver à qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui a causé ces trous-là? Quelles sont les menaces qui pèsent sur la couche? C'est l'usage des fluides frigorigènes de mauvaise qualité. Il n'y a que ça? Il n'y a que ça, fondamentalement, qui provoque une érosion de cette enveloppe stratosphérique. Vous savez que dans chaque coin de rue des villes, il y a ce qu'on appelle les frigoristes. Et ces frigoristes-là manipulent comme ils veulent ces fluides frigorigènes qu'on appelle communément les gaz. Lorsque ils utilisent les faux fluides, les mauvais gaz qui sont véritablement légion aujourd'hui dans nos parterres urbains, ces fluides-là vont tutoyer la couche d'ozone et ces fluides érodent cette enveloppe stratosphérique. Conséquence, si la couche d'ozone est érodée, elle est fissurée, elle est fractionnée et les rayons ultraviolets parviennent à trouver l'issue pour parvenir à la surface de la Terre et à provoquer les dégâts. Gaz, si on doit les nommer. Vous savez, il y a les CFC qui sont aujourd'hui hors circuit. C'est éliminé complètement. C'est éliminé complètement, les CFC. Vous pouvez définir CFC? Les chlorofluorocarbones. Il y a les ACFC, les hydrochlorofluorocarbones qui sont également en passe d'être éliminés, qui sont déjà ciblés par le protocole de Montréal et l'amendement et le protocole de Montréal. Il y a également les ACFC, les hydrofluorocarbones directement. Ce sont des gaz qui avaient été ciblés comme de bons gaz que nous pouvons utiliser dans nos équipements et que ces gaz ne pourraient, ma foi, pas éroder la couche d'ozone, malheureusement. Avec le temps, on a constaté que ce n'est pas la solution. Oui, ces gaz ont une forte teneur en carbone et ces carbones, ma foi, provoquent le changement climatique. Donc, avec le temps, on va éliminer également ces gaz. Donc, l'amendement de Kigali a ciblé les chlorofluorocarbones comme des gaz qui sont en phase d'être progressivement éliminé. Et à partir du 1er janvier 2019, ce gaz-là entre maintenant en situation de déclinaison. Maintenant, si on élimine tous ces gaz-là, on va les remplacer avec quoi? Les entreprises, les instances faîtières internationales sont en train de penser aux hydrocarbures. Ces gaz, ces hydrocarbures sont déjà, ma foi, utilisés dans les pays européens
Ce n'est pas facile au niveau de nos pays africains, puisque tous les équipements que nous utilisons, les équipements de froid, de nous climatisation, dépendons quand même de ces équipements. Ces équipements sont faits pour utiliser les hydrochlorofluorocarbones ou les HFC. Et donc, il faut penser fondamentalement j'allais dire, remplacer fondamentalement ces gaz-là par de nouveaux gaz tels que les hydrocarbures. Donc, c'est cette démarche-là et fondamentalement que les instances internationales sont. Dans le reportage, on a vu que vous avez rencontré des importateurs de frigos. C'était pour quel but véritablement? Est-ce pour les sensibiliser ou bien pour les aider à identifier le bon gaz du mauvais gaz? Les importateurs, c'est eux qui importent sur le territoire national les fluides frigorigènes. Et il faille que le ministère du cadre de vie et du développement durable ait les yeux sur ces importateurs-là, et bien pour qu'ils n'importent pas de faux fluides frigorigènes. Voilà pourquoi nous sommes partis, ma foi, d'un contrat clair avec ces importateurs. Nous leur octroyons des agréments, et c'est ceux-là, nous avons les yeux sur eux, et c'est eux, ils sont au total 5 qui ont l'autorisation d'importer ces fluides frigorigènes-là. Sur tout le territoire national, ils sont juste 5? Ils sont juste 5 à importés sur le territoire national. Maintenant, les marchandises, les produits qu'ils importent, évidemment, sont achetés par des distributeurs qui sont répandus sur l'ensemble du territoire national. Mais qu'il faille, pourquoi on parlait des identificateurs de gaz, c'est parce qu'il y a malheureusement de mauvaises lois qui importent les faux fluides du Nigeria. Malgré toutes les dispositions prises, il y a toujours des fissures, les gens continuent d'envoyer les gaz interdits. Oui, les gaz interdits sont légion malheureusement sur l'ensemble du territoire. Mais qu'est-ce qui est fait alors pour... Oui, il y a beaucoup de démarches qui sont menées, ma foi, pour arrêter la contrebande de ces mauvais fluides frigorigènes sur le territoire national. Mais à part nous avons organisé des séances de renforcement de capacité à l'endroit des frigoristes. C'est eux qui manipulent les fluides. Donc, il faut bien qu'on les renforce en capacité sur les types de fluides frigorigènes qu'il faut manipuler, qu'il faut utiliser. Ils ne le savent pas. D'où ce soutien du programme des Nations Unies pour l'environnement qui a doté le ministère du cadre de vie de ces identificateurs de gaz que nous avons octroyés au centre de formation et même aux douaniers, aux artisans frigoristes, afin de leur permettre de parvenir à détecter les bons fluides des faux fluides, parce que ce sont les faux fluides qui érodent la couche d'ozone. Et parlant de la préservation de cette couche d'ozone, il y a des conventions internationales. Vous avez parlé tout à l'heure J'ai parlé de la Convention de Vienne relative à la préservation de la couche d'ozone. C'est parce que c'est une instance faîtière internationale qui s'est rendu compte effectivement que l'ozone est menacée. Donc il y a eu des réunions d'urgence de tous les partis qui ont signé cette convention-là pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver la couche d'ozone. Il y a également le protocole de Montréal qui est parvenu à se rendre compte qu'il y a des types de substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Il y a l'amendement de Kigali. L'amendement de Kigali se focalise sur les hydrofluorocarbones. Ça, c'est une décision au niveau régional Non, au niveau international. Toujours. Où il y a les pays africains, les pays asiatiques, les pays américains, l'Europe, l'Afrique, etc. Et nous en sommes où le Bénin, sous l'expertise avérée du ministre du cadre de vie, a fait quoi? Vient de ratifier l'amendement de Kigali en janvier 2017. C'est récent. C'est tout récent et le Bénin fait partie le 29e pays au plan mondial à avoir ratifié cet amendement. Mais avec toutes ces dispositions, est-ce qu'on peut déjà dire que nous faisons assez d'efforts parce qu'on sait on a des conventions, des lois et autres, mais la réalité, je pense que comparé aux autres pays, le Bénin fait aujourd'hui école comparé aux autres pays, parce que le Bénin est cité en exemple. Tous les pays africains n'ont pas encore ratifié l'amendement de Kigali, alors que l'amendement de Kigali cible les hydrofluorocarbones, qui sont ces substances-là qui appauvrissent systématiquement, qui n'appauvrissent pas la couche d'ozone, qui provoquent un réchauffement climatique. Merci beaucoup à vous, M. Belly Kpogodo. C'est moi qui vous remercie. On sera encore avec vous sur ce plateau vendredi prochain pour parler beaucoup plus en profondeur des actions, des efforts fournis pour la préservation de la couche d'ozone au Bénin. Ce sera un honneur, un plaisir. D'accord. Merci beaucoup à vous. Agnès Bello. Amadine Niambossou, merci à vous. C'est vrai, nous avons ratifié, mais depuis que nous avons ratifié, qu'est-ce qui a véritablement bougé? Donc, Amandine vous donne rendez-vous pour le vendredi prochain. Mesdames et messieurs, l'expert, non, que dis-je?
Je suis pressée de voir l'espère. Nous descendons donc de la couche d'ozone pour la Terre, direction les fleuves. C'est autant savoir. Un moyen de transport utile mais pas trop connu, le transport fluvial. On en parle avec notre invité sur ce plateau. Ce sera après ce reportage de Marcel Bettoro. Il y a 3 types de transports fluviaux. Nous avons le transport des autochtones. Il y a le transport des touristes. Et puis, il y a le transport des touristes avec la pirogue à rame, à pagaie, la pirogue sans moteur. En ce qui concerne le transport des locaux, le nombre de passagers n'est pas limité. Il faut le surcharge. Mais dans la barque motorisée pour les touristes, là, le nombre est limité. Pour être un conducteur de la barque motorisée, il faut avoir ton permis de conduire hors bord. Et ça se donne au ministère de la Pêche. Ils n'ont pas un responsable en tant que tel. Si tu vas au Nigeria, tu as ton argent, tu achètes ton moteur, tu fais ta barque là. Tu viens, tu dis que tu veux conduire. Avant, il y avait la police fluviale qui venait faire le contrôle de ces choses-là. Mais actuellement, je crois que c'est compte tenu des moyens, il n'y a plus ce contrôle-là. Quand la police fluviale arrive, ils essaient de limiter le nombre. Mais quand ils ne trouvent pas la police là, ils font le chargement comme ils veulent. Parfois, quand il y a le grand vent, la tornade, parfois les bagues se renversent. En ce qui concerne le transport local, là, il n'y a pas une réglementation pour ça. En ce qui concerne les touristes, nous avons notre bac qui est couvert, même s'il pleut, même s'il y a soleil, les touristes sont protégés. Ils ont aussi leur gilet de sauvetage. C'est de 1 personne à 15 personnes. Si tu n'as pas d'assurance, tu n'as pas assez à conduire les touristes. Et sur chaque touriste, il y a le ministère du Tourisme qui perçoit 650 francs par touriste. Par jour? Oui, par jour. C'est des tasses. Ces tasses-là sont réparties en plusieurs tranches. Il y a la mairie de Soava, sur les 650, la mairie de Soava prend 250 francs. L'association de développement de Gambier même prend 250. Les 150 restants là, c'est pour le ministère du Tourisme. Ma position est que, en ce qui concerne le transport des locaux là, il faudrait qu'on réglemente le nombre de personnes qui doivent rentrer dans une barque. En temps, c'est dit qu'il doit y avoir au moins 20 personnes. Ils ont respecté ça pour quelques temps, après ils ont négligé. Mais s'il y avait une sanction pour ça là, donc ils vont respecter. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous demeurer fidèles. On en parlait donc, le transport fluvial, un secteur méconnu. Notre invité est déjà sur le plateau. Eric Kiki, il est secrétaire général adjoint de l'association des guides et conducteurs de la station touristique d'Abomey-Calavi. Alors, bonsoir, monsieur Eric Kiki. Oui, bonsoir, madame. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. C'est un plaisir également de vous retrouver sur ce plateau. Alors, dans le reportage, c'était le président. Là, on a le secrétaire général adjoint. On est bien en face donc avec vous. Dites-nous, comment appréciez-vous personnellement le transport fluvial? Le transport fluvial au niveau de la station touristique d'Abomey-Calavi se gère mal. Du coup, à notre sein,
au niveau de l'Ambacadère, nous faisons transporter les touristes à Gambier. Et donc, à notre niveau, nous sommes réglementés, nous avons une association, nous travaillons au sein du ministère du Tourisme qui est représenté par la direction et par ces chefs qui sont dépêchés sur le terrain, donc, et ils contrôlent, et donc nous voyageons avec les touristes et même des gilets à l'appui. D'accord. Voilà. Ça veut dire que quand il s'agit des touristes, il y a un peu plus de sécurité, c'est-à-dire vous êtes vraiment réglementé. Bien mais sûr. Quand c'est pour le transport des citoyens simples ou des marchandises, en ce qui concerne les citoyens, ce n'est pas réglementé puisque c'est des gens qui conçoivent leur propre bac avec les moteurs au bord, qui transportent les autochtones et même parfois les étrangers qui choisissent de partir avec eux. Parce que peut-être qu'ils sont moins chers. Peut-être ils sont moins chers. Vous pratiquez quel coût, ils pratiquent quel coût? Du coup, nos coûts que nous octroyons aux touristes qui viennent sont fixés par la direction du tourisme. Oui. C'est pas nous. Et ça s'élève à combien? Et ça dépend du nombre de personnes. Le prix varie selon le nombre de personnes. On peut établir une fourchette? Sur votre plateau, si vous me permettez, si vous êtes dans l'intervalle de 2 à 4, vous payez 5 050 par personne, ce qui vous permet d'avoir un conducteur, un guide et en plus des gilets de sauvetage. D'accord, mais Oui. de l'autre côté, ceux qui ont des barques peut-être hors normes, est-ce que le coût est vraiment réduit? C'est peut-être ça qui intéresse? C'est des gens, non seulement ils ne sont pas reconnus par la direction du tourisme, ils ne sont pas reconnus par un instant de juridiction, c'est des gens allègrement qui conçoivent les bacs et qui transportent des gens à base d'un petit 200 francs et qui chargent les bacs parfois quand tu les croises sur le lac, tu risques même de les faire chavirer parce que le nombre qu'ils doivent prendre il dépasse ce nombre. Voilà. D'accord. Donc, ça répond déjà à la question. Qui sont ceux qui empruntent le transport fluvial, à part les touristes et les autochtones? Est-ce qu'on a d'autres personnes? Non, d'autres personnes au point où les gens d'autres localités, à savoir les villes de Cotonou, de Dabo-Mekalavi et environ, ceux aussi là viennent pour prendre les transports. Maintenant, le transport, c'est seulement le transport de personnes ou aussi le transport de marchandises? Oui, dans ce genre de transport, il y a des marchandises qui sont convoyées également. Et en plus, les marchandises, nous avons des personnes, nous avons même nos élèves, nos étudiants qui sont convoyés à la fin des cours, parfois. Voilà. D'accord, donc beaucoup de personnes qui empruntent le transport fluvial. Bien sûr. Mais est-ce un moyen de transport sécurisé? Dis donc, avec nous qui travaillons à la station touristique d'Abomey-Calavi, nos transports sont sécurisés parce que nous utilisons les gilets de sauvetage et ceux qui travaillent là-bas ont suivi des formations au sein du ministère du Tourisme et ce sont des gens recrutés à base d'un niveau aussi. Et donc, c'est des gens qui savent nager. Du coup, de l'autre côté où les autochtones transportent les personnes et les marchandises, c'est des gens qui ne sont pas réglementés et c'est des gens qui n'ont pas un niveau de la charge des personnes, de la charge des marchandises. Voilà. Ils ne maîtrisent pas toujours quel est le nombre de personnes qu'ils doivent avoir par barque. Bien sûr. Donc, il n'y a pas une maîtrise à leur niveau. Et ils chargent ce qu'ils veulent, ils chargent les personnes qu'ils veulent. Vous avez eu l'exemple au niveau de documentaires passés. Voilà, donc c'est comme ça se fait. Donc, nous exhortons peut-être l'État pour pouvoir réglementer parce que parfois, quand il y a la tornade, ça crée beaucoup de dégâts. Alors, il est déjà arrivé qu'il y ait des pertes en vies humaines sur oui, il s'est passé plusieurs fois où des gens se sont noyés à cause des surcharges des barques, des gens qui ont perdu leur vie et qu'on n'a pas pu retrouver. Donc, après, on a su retrouver leur corps. D'accord. Voilà.
Alors, quand il s'agit du secteur véritablement réglementé, vous avez parlé de formation des guides, je suppose. Sûr. Vous avez parlé du fait que vous savez nager. Mais est-ce que c'est suffisant pour dire que les touristes sont en sécurité dans les barques justement mises à leur disposition? Je vais vous dire que non seulement à travers cette formation, nos bacs sont différents des bacs locaux. C'est des bacs qui sont construits selon le nombre et on ne dépasse pas dans les bacs un nombre de 15 personnes. Parfois des transports locaux. Est-ce ces barques-là, comme celles que nous avons? Oui, ce sont des barques recouvertes comme vous le voyez. Et vous avez un conducteur et un guide également. Et nous limitons un nombre donné et ce nombre-là ne doit pas dépasser 15. Et s'il s'avérait que vous avez un nombre de 16 personnes, nous sommes obligés de prendre 2 bacs. Donc, ça nous permet de garantir la sécurité des voyageurs, des touristes et de ceux qui aimeraient voir autre chose. Voilà. Mais justement, est-ce que c'est au sein de votre association que vous vous assurez de respecter les normes qui ont été définies par le ministère du Tourisme? Non, ce n'est pas au sein de notre association, c'est la direction du tourisme qui nous a exigé. Et il y a quelqu'un déjà à l'embarcadère qui fait le contrôle au fur et à mesure avec vous? Bien sûr, nous avons les représentants de la direction du tourisme qui sont avec nous et qui contrôlent le voyage de chaque bac et qui contrôlent également le guide qui va les suivre, le conducteur qui va les suivre. D'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire que le transport fluvial est véritablement porteur de richesse? Vous êtes combien à peu près? Combien de jeunes, si on doit estimer, qui ne font que ça, le transport fluvial? Nous sommes vraiment nombreux à faire... Dans votre association, déjà, vous êtes à combien? Nous dépassons une trentaine. Hein. Et quand on doit rajouter le nombre des personnes qui ne sont pas régularisées, on doit tourner aux alentours de combien? Bien sûr, on doit tourner aux alentours de 70-80. D'accord. Oui. Et ça vous fait combien de voyages par jour? Nous faisons un tour de rôle. Nous faisons un tour de rôle au sein de notre station touristique. Par exemple, quand je voyage aujourd'hui avec un tour au nom de M. Bakbo Michel, et d'autres vont me suivre en même temps. Et donc, c'est au tour de rôle que nous faisons à notre sein. Voilà. D'accord. Ça veut dire qu'il y a des périodes où il y a peut-être moins d'affluence et des périodes où il y en a beaucoup. Oui, nous recevons généralement les touristes qui viennent nombreux dans les périodes des vacances, dans les périodes de l'approche des fêtes, également dans les congés. Voilà. Donc en ces périodes-là, les touristes sont nombreux, les touristes locaux comme étrangers. Et ils viennent nombreux pour découvrir les merveilles de la nature, pour découvrir la cité touristique de Gambier. Et donc voilà. Alors, ça veut dire que l'embarcadère de Calavi dessert en majorité les touristes qui vont seulement vers Gambier? Sans vous mentir, c'est l'embarcadère le plus fréquenté par les touristes, que ce soit locaux ou étrangers. C'est l'embarcadère qui permet aux gens de découvrir ce qui se passe sur le lac Nokwe. Et c'est l'embarcadère qui donne l'assurance aux touristes qui voyagent. Voilà. D'accord. Alors, ça veut dire peut-être un peu plus de normes. Mais si vous aviez des doléances, parce qu'en votre sein, je suppose que vous avez des difficultés. Quelles sont les difficultés du secteur du transport fluvial? Nous rencontrons beaucoup de difficultés au sein de notre... non seulement au niveau de l'embarcadère, mais aussi sur le lac Nokwe. Notre embarcadère aujourd'hui n'est pas vraiment aménagé. Et pour pouvoir y voyager, même les touristes, on a des difficultés à embarquer les touristes parce que nous partageons le seul pont ou la seule jetée avec et les transports locaux et les touristes. Donc cela ne nous permet pas de voyager comme cela se doit. Qu'est-ce que vous auriez souhaité, d'autres jetées? Nous souhaiterions qu'il y ait des transports, justement un autre jeté à part, et que ces jetés-là peut-être puissent servir les transports locaux et que les touristes puissent avoir leur
côté à part, voilà. D'accord. Oui. Alors, si vous permettez bien, nous sommes à la fin de la rubrique Autant savoir. Nous vous remercions d'être là. On vous retrouve encore demain. Donc, mesdames et messieurs, on aura d'autres informations pour vous. Nous allons poursuivre avec les difficultés liées au secteur du transport fluvial. Mais nous allons aussi parler justement de tout ce qui encadre ce secteur. Merci à vous de demeurer fidèles au grand rendez-vous, le grand rendez-vous qui se poursuit. Place à présent à l'expert. Notre expert est déjà là et bien installé à nos côtés. Noah Gbafar Padonou, docteur en système d'information. Bonsoir. Bonsoir. Noah, que vous connaissez déjà certainement, hein, mesdames et messieurs. Noah, comment ça va? Ça va très bien, Niat. C'est un plaisir de vous avoir encore sur ce plateau. Tout le plaisir est partagé. Alors, on parle encore TIC et habituellement, on parle TIC avec Noah Gbafar. Aujourd'hui, on parle des formations en TIC, justement. Est-ce une source d'opportunité pour vous? Est-ce qu'on peut dire que les formations en TIC sont une source d'opportunité? Oui, les formations en TIC constituent aujourd'hui une source d'opportunité et on le dit sans embâche. Oui, puisque les TIC aujourd'hui impactent tous les secteurs de la vie, que ce soit notre vie sociale, notre vie culturelle, notre vie culturelle, notre vie économique. On retrouve au cœur de chaque compartiment de notre vie les TIC. Alors, être professionnel des TIC et surtout être entrepreneur en TIC est véritablement une course vers le succès, une course vers la réussite de sa vie, assurément. Alors, Noah Gbafar, je ne vous arrête pas, c'est sûr. Demain, on pourra en parler et on pourra parler de comment entreprendre dans les TIC, toujours dans la rubrique expert. Mais déjà là, je me dis, quelles sont ces opportunités-là qui existent au niveau des formations en TIC? Quand nous parlons de formation en TIC au Bénin, nous avons prioritairement deux types de formations. Nous avons les formations qui sont dispensées dans les cycles académiques. Et nous avons les formations qui sont dispensées dans les cycles, je dirais, dans les cycles de métier, les cycles professionnels, pratiques, les cycles de métier. Dans les universités, en termes de TIC, nous avons moins d'offres. Nous avons moins d'offres parce que nous avons généralement des offres comme la maintenance informatique ou l'informatique industrielle, donc ceux-là qui sont appelés à réparer les ordinateurs. Et nous avons, Dieu même sait que le nombre d'ordinateurs au Bénin, on n'a pas les statistiques, mais on est tenté de dire aujourd'hui un lettré pour un ordinateur. On en a de plus en plus, c'est sûr. Exactement, presque un lettré pour un ordinateur aujourd'hui. Donc, puisqu'on retrouve des ordinateurs dans toutes les maisons, donc celui qui fait une formation en maintenance informatique a une clientèle, une gamme de clientèle très large et très vaste. Et les ordinateurs aujourd'hui étant standardisés, il a moins de difficultés aujourd'hui à réparer les ordinateurs, donc à les réparer vite et à prendre beaucoup plus de sous. Et les ordinateurs aussi étant moins compliqués, comme je le disais tout à l'heure, standardisés, donc pour les réparer là aujourd'hui, une gamme de pièces de rechange, de consommables qu'il peut rapidement placer et dépanner l'ordinateur. En termes de logiciels, les logiciels existent aujourd'hui en ligne. Donc, il peut prendre, et il y a la possibilité aujourd'hui même de discuter avec d'autres personnes à distance, donc de faire de la télémédecine. Vous voyez, donc c'est un métier très porteur qu'on peut exercer aujourd'hui et dans lequel on ne peut jamais chômer. D'accord. Donc, il y a, je vous parlais des formations dans les universités, il y a aujourd'hui la formation en télécom aussi que nous avons. Une télécom, c'est ceux qui aujourd'hui œuvrent dans les structures de télécommunication, donc ils font les paramétrages. C'est souvent ceux qui font d'abord informatique et réseau, non? Informatique, réseau, qui se spécialisent après en télécommunication. Mais il y a la possibilité dans les universités de faire télécommunication réseau. Donc sans nécessairement passer par la maintenance informatique. Et il y a la possibilité aujourd'hui de faire aussi génie logiciel. Donc, génie logiciel, c'est ce que ça existe chez nous. C'est vrai que c'est ici qu'on retrouve en master, mais ça existe chez nous, génie logiciel. C'est vrai que tout ceci, les curricula de formation doivent être bien peaufinés pour qu'on ne maintienne pas les étudiants rien que dans la démarche conception de l'appareil, mais beaucoup plus dans la démarche maintenance. Parce que le Bénin n'a pas d'industrie de production, donc
les former rien que pour la production ne répond vraiment pas au marché. Donc, il faut beaucoup plus les former pour la maintenance, pour l'entretien, beaucoup plus pour la définition. Donc, c'est des gens qui doivent être capables, par exemple, de définir un système d'information. Voilà, donc de créer le système d'information d'une structure. Donc, c'est en cela qu'il faut beaucoup plus former. Il faut voilà, exactement. Alors, donc, il faut retoucher un tout petit peu les curricula de formation. Mais lorsque nous allons dans les écoles... Si vous permettez, voilà. on y revient, puisque justement... On se dit toujours, la plupart du temps, quand vous discutez avec des personnes qui sont dans le secteur, que les formations TIC que nous avons ici ne répondent pas toujours aux besoins du secteur du numérique. Est-ce qu'on a toujours ce souci d'inadéquation entre la formation et le besoin au niveau du numérique? Oui. Et comme je vous l'ai dit... Comment ça peut se régler? Oui, il faut d'abord multiplier les offres. On a très peu d'offres de formation dans les universités. Presque toutes les universités font maintenance informatique, et les IM, informatique réseau, télécommunications, c'est fini. Donc, il faut multiplier les offres de formation. Et ces offres de formation, à multiplier, on les retrouve beaucoup plus en termes de métiers. Dans les instituts de formation, dans les centres, on retrouve plus d'offres de formation que dans les universités. Donc, l'État doit véritablement y penser pour véritablement multiplier les offres afin de répondre au marché, un marché qui est très sérieux, qui est très ponctué sur les offres, sur les demandes aujourd'hui. Parce que vous voyez, vous engagez quelqu'un, il est incapable de vous faire correctement un site internet, pourtant il a fait un master. Vous prenez quelqu'un, il est incapable de vous faire un petit logiciel de gestion, pourtant il a fait génie logiciel. Donc, il faut revoir les curricula de formation, faire beaucoup plus de spécialités plutôt que de rester dans les généralités. Donc, faire plus de spécialités. Donc, multiplier. Vous allez voir des gens qui sont spécialisés dans les bases de données. Ils ne font que bases de données. Vous allez prendre des gens, par exemple, qui, vous voyez... Il y a des spécialistes aussi dans le big data. Est-ce qu'on en a beaucoup? Dans le big data, on n'en a pas. On en a très peu. Et quand vous observez, c'est des gens qui se sont fait former presque sur les tas. Vous voyez, ils font les formations de base. Donc, nous devons nécessairement améliorer la sécurité informatique. On n'en a pas. Vous voyez, quand on parle de sécurité, c'est carrément juste un module de cours qu'on vient dérouler en 20 heures de cours et c'est fini. Non, on peut spécialiser des gens aujourd'hui, des étudiants dans la sécurité informatique. On peut sécuriser des gens, par exemple, dans le big data. On peut sécuriser, par exemple, dans le marketing, web. Voilà. Donc, nous devons aller au-delà de ce que nous faisons, parce que le marché existe. Le marché existe et le marché est trop rigoureux. Et c'est pour cela que vous allez voir que beaucoup de personnes se plaignent. C'est un marché aussi compétitif. Très compétitif. Parce que dans le domaine, le village est planétaire. On est en compétition avec d'autres pays. Beaucoup d'autres pays, vous voyez, on est en compétition avec beaucoup d'autres pays. Donc, quand les jeunes ici ne vont pas répondre, ils se posent à nous-mêmes des problèmes parce qu'on sera obligé d'aller chercher la main-d'œuvre ailleurs. Et vous voyez, quand on vient par exemple dans les centres de formation, comme au-delà de mes cours à l'université, mon institut de formation par exemple, quand on venait par exemple à mon institut de formation, vous allez voir par exemple, nous on a beaucoup plus d'offres. Bon, on verra bien, vous n'êtes pas le seul sur la place, il y a plein d'autres instituts. Mais moi, je me demande justement si ce ne serait pas bien que ces instituts plutôt servent un peu de lieu de stage. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'étudiants, quand ils finissent, ils choisissent aussi d'aller vers ces instituts justement pour se professionnaliser. Oui. Normalement, lorsqu'ils finissent la formation, parce que de l'autre côté, le diplôme est totalement académique. Donc, lorsqu'ils viennent dans les instituts de formation, les instituts de formation devraient les recevoir comme des stagiaires. Mais le vrai problème est que quand ils viennent, le background est tellement sommaire qu'il est difficile de les professionnaliser. C'est tellement sommaire. Vous allez prendre des jeunes, quand par exemple, vous venez pour faire une formation par exemple en web design. En web design, par exemple, quand il vient, ou bien en webmaster, par exemple, quand il vient, il maîtrise HTML, PHP, la base de données MySQL, très sommairement. Donc, quand vous lui demandez même de vous créer un petit site, il ne peut pas le faire. Et quand il vient en stage, exactement. Donc, quand il va dans une société,
la société se dit, mais qu'est-ce que je peux faire de lui? Et quand je peux en tirer véritablement. Lorsqu'il vient dans un centre de formation, le centre de formation va exiger de lui maintenant... Une remise à niveau. Voilà, remise à niveau, mais il sera obligé de payer. C'est sûr. Donc les parents se disent, je vais payer alors 2 fois. Il a payé déjà 350 000, 400 000 francs chaque année de l'autre côté, jusqu'à ce qu'il soit en licence. Et quand il revient ici, maintenant, il faut payer encore, vous voyez. Donc c'est difficile. Si vous permettez, il est l'heure du journal et l'heure du journal, il est sacré. Donc nous allons retrouver Aurélia Kouainou pour les informations. Mesdames et messieurs, on se retrouve après. Il est 19h45. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Voici les titres de ce journal. Vers la mise en place d'un répertoire agro-silvo-pastoral au Bénin par le biais du recensement national de l'agriculture en cours. De quelle utilité sera ce document? Nous enlèverons un point de Val. Et face aux exigences du marché, les curricula de formation sont-ils aussi dynamiques et évolutifs? Une équipe de la rédaction a porté son regard sur les centres de formation agronomique au Bénin. Et puis, on les appelle bipolaires, des personnes versatiles. Elles changent fréquemment d'humeur sans raison apparente. Est-ce une maladie dont on peut en guérir? Comment se manifeste-t-elle? Vous en saurez davantage. À nouveau, bonsoir, mesdames et messieurs. On ouvre ce journal par cette bonne information, le très controversé décret portant introduction d'une contribution sur la consommation des services de communication électronique fournis par les réseaux ouverts au public en République du Bénin est abrogé par le président de la République à la grande joie des abonnés GSM. Cette décision qui a pris effet depuis 0 heure ce lundi est la résultante de la rencontre samedi du chef de l'État avec les membres du gouvernement, les opérateurs GSM et l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP. Dans le communiqué lu sur la télévision nationale par le secrétaire général du gouvernement, il ressort que le gouvernement a été sensible à l'état d'esprit des populations et fait aussi remarquer que les modalités de mise en œuvre du dit décret par les opérateurs sont de nature à rompre l'économie globale du secteur au détriment des modestes consommateurs. Toutefois, il sera mis en place un comité multisectoriel pour définir les mesures appropriées aux fins de mettre en cohérence le système de tarification du secteur avec les nouveaux usages et technologies numériques. Autre information en bref, toujours au Bénin, le projet de loi de finances gestion 2019 s'établit en ressources et en charges à 1877 milliards 543 millions de francs CFA, soit une augmentation de 0,8% par rapport à 2018. Ce budget traduit, selon le gouvernement, les options de politique économique, sociale et budgétaire retenues et exposées à l'Assemblée nationale à l'occasion du débat d'orientation budgétaire. Sa mise en œuvre à travers l'application des mesures qui y sont contenues permettrait une accélération du rythme de croissance économique du pays, ont affirmé les autorités gouvernementales. Rappelez que ce projet de loi de finances gestion 2019, s'il est voté par les députés de la 7e législature, va accélérer les grands projets dans l'agriculture, les BTP, l'énergie, la santé, l'éducation, la culture et le tourisme. Lancé il y a quelques mois, le recensement national de l'agriculture est d'une importance stratégique pour le Bénin, dont la population dépend en majorité de la production agricole et où la sécurité alimentaire constitue une priorité. Mais qu'est-ce que le recensement national de l'agriculture et comment cette opération entend se mettre en œuvre au Bénin? Élément de réponse avec Ulvaeus Balogun et Françoise Inso. La disponibilité d'un flux continu de données statistiques fiables et actualisées sur la situation agricole et pastorale est devenue aujourd'hui indispensable au Bénin. Et pour une meilleure planification des politiques publiques, notamment dans le secteur agricole, un recensement national de l'agriculture s'est imposé. Le recensement national de l'agriculture, c'est une opération statistique qui consiste donc à collecter des informations sur les structures de l'agriculture dans un pays, sur les exploitations agricoles, où est-ce qu'ils sont, qui sont les exploitants du Bénin, qu'est-ce qu'ils font,
comment ils travaillent, bref, tout ce qu'on veut savoir sur l'agriculture dans un pays. Et quand je parle d'agriculture, je parle bien de la production animale, production végétale et de la production halieutique. Et pour ce faire, les membres des organes techniques du recensement s'activent à la validation du document stratégique global. Il s'agit de disposer d'une base de données d'informations statistiques exhaustives, fiables et actualisées sur le secteur agricole. Une opération prévue pour durer 36 mois. La première phase, c'est le dénombrement des exploitations agricoles qui va commencer cette année et qui va se terminer au mois de décembre. Donc là, nous aurons le répertoire de toutes les exploitations, spéculation par spéculation. Et ce sera géoréférencé et on saura que celui-ci fait l'agriculture, il est situé ici ou pas. À partir de l'année prochaine, nous allons faire les enquêtes spécifiques. À partir de la liste que nous aurons constituée cette année, nous allons choisir des échantillons représentatifs et suivre les producteurs, qu'ils soient de la production végétale, production animale ou bien production halieutique. Estimé à plus de 7 milliards de francs CFA, le recensement national de l'agriculture s'inscrit dans la lignée du programme mondial des recensements agricoles 2020, piloté par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Il va permettre donc de disposer d'une série de données fiables, pertinentes aux fins de planification, d'évaluation et de mesure d'impact des projets et programmes de développement agricole, mais aussi de procéder régulièrement à l'analyse et à la gestion de la sécurité alimentaire. Il faudrait que tous les producteurs puissent savoir que nous ne venons pas, quand nous allons envoyer nos agents sur le terrain, que ce n'est pas un but fiscal, dans un but fiscal. Non. On veut savoir seulement là où ils sont et comment ils font, les difficultés qu'ils ont pour permettre au gouvernement de bien cibler les actions futures en matière de production agricole. Ce projet va permettre à terme de rationaliser et de moderniser l'agriculture béninoise avec des informations indispensables à l'analyse des impacts des politiques agricoles devant contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable. En Europe, la marche vers une agriculture saine est enclenchée. On parle désormais d'agriculture biologique, d'engrais naturels ou encore d'agroécologie, tout pour la sauvegarde de l'environnement. Le Bénin également entre dans la danse en commençant par les formations dans les lycées et facultés agronomiques. C'est du moins le constat fait par Estelle Espérance Ropazo et Gérard Zouemé. Le rêve, un jour, c'est d'arriver à faire pousser ses légumes et ses fruits sans engrais chimiques et sans aucun procédé qui nuise à la terre et surtout à la santé de l'homme. Mais en amont, il y a un facteur essentiel, les formations dans les lycées et facultés agricoles. On fait des cours concernant la production végétale, la production animale, la nutrition, la transformation alimentaire, l'aménagement hydro-agricole aussi. L'entomologie, ça étudie les insectes, la production végétale, la production animale, la botanique. Autant de cours qui constituent les curricula de formation. Et aujourd'hui, à la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi, ces curricula sont élaborés pour répondre à un besoin spécifique. La formation donnée à la FSA, je dirais, est en adéquation avec nos réalités agricoles, d'autant plus que l'élaboration de nos curricula, ça a été fondé sur les besoins du terrain. Et ces curricula qui ont été élaborés, on les révise périodiquement. Pour ainsi dire que les cours dans les facultés et lycées agricoles subissent des mises à jour. L'agroécologie, l'agriculture biologique, la production d'engrais naturels, ces concepts indissociables de l'agriculture contemporaine y ont une place de choix. Et que dire alors de la pratique? À la FSA, la formation n'est pas assez uniquement sur la théorie. Il y a une bonne partie de pratique qui se réalise. En dehors de ça, la FSA organise à ses étudiants des stages de découverte du milieu réel. Et au cours de ces stages, ces étudiants sont placés auprès des producteurs agricoles. Et ce qui leur permet de voir un peu ce qui se passe sur le terrain et pour s'imprégner des réalités sur le plan agricole de notre pays.
Visiblement, ces stages pratiques ne répondent pas à suffisance aux besoins des étudiants. Il faut reconnaître que le temps accordé aux pratiques ne sont pas si importants. Nous voulons plus de pratiques. Parce que quand tu es sur le terrain, on fait près de 6 mois de cours théorie et c'est seulement 1 mois de stage on fait. Bien vrai, il y a des stages internes, mais ça ne permet pas de faire ce qu'on a appris en salle. Un point essentiel à prendre en compte pour la marche vers une agriculture durable. Au moins 21 000 hectares de plantations de riz ont été emportés par les inondations le mois dernier à Kebbi, l'un des principaux états rizicoles du Nigeria. Ceci se traduit par une perte de 168 000 tonnes de riz dans la région. Les producteurs ont également signalé des cas similaires dans les états du Niger, Kano et Katsina. Les importations de riz du Nigeria au cours de la période 2019 devraient augmenter de 11,5% à 2,9 millions de tonnes. Rappelons que le pays est le 3e importateur mondial de cette spéculation. Et puis, les conséquences de l'atteinte portée à l'écosystème africain ne sont pas qu'environnementales, elles touchent également l'économie du continent qui perd une manne financière de 68 milliards de dollars de production agricole, selon les données révélées à l'occasion de la 7e session extraordinaire de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement qui se déroule actuellement à Nairobi au Kenya. Ces dommages environnementaux affecteraient également la capacité du continent à assurer ses besoins alimentaires. Plus de 6 millions de tonnes de récoltes céréalières potentielles pouvant nourrir environ 31 millions d'Africains seraient donc perdues chaque année. Et on en vient à présent à ce trouble de comportement autrefois appelé psychose maniaco-dépressive. Les troubles bipolaires font partie des troubles de l'humeur. L'individu qui en souffre est d'humeur changeant et versatile, mais le sait-il qui peut en souffrir? Comment se manifestent les troubles de la bipolarité? Réponse à travers ce reportage. Troubles de l'humeur caractérisés par des épisodes dépressifs et maniaques, la bipolarité, phénomène très souvent méconnu d'une bonne partie de la population qui sévit en silence et parmi nous. Bipolarité, honnêtement, je n'en sais rien. Bon, ça ne fait pas grand-chose. Pour l'instant, je n'en sais rien. Je ne sais pas quelque chose. Il s'agit, on dit, des troubles bipolaires. On parle aussi de syndrome maniaco-dépressif ou de tempérament cyclotinine. Donc, tout ça se caractérise des gens qui n'aiment pas être qu'on les contredise dans ce qu'ils sont en train de faire et ils s'énervent à un oui, à un non. Nous interprétons mal et très souvent ce que nous ne comprenons pas. Quelles dispositions devrons-nous prendre vis-à-vis de ce phénomène? Il y en a de modérés, il y en a de mineurs, il y en a de sévères. Un bipolaire, par exemple, voulant traverser la route, ne fera pas attention. Okay? Un bipolaire peut se lever et gifler la personne supérieure qui est devant lui sans savoir ce qu'il est en train de faire. Les causes sont multiples, ça peut être génétique, ça peut être psychologique et ça peut être des causes environnementales. On peut guérir si vous avez un bon thérapeute qui vous suit et qui sait comment vous prendre et par où vous prendre. D'abord, il faut une thérapie qui consiste à ce que vous associez des médicaments pour équilibrer la biochimie afin de vous permettre d'avoir une capacité de conscience. Les thérapies à ça vont suivre, la psychothérapie, les techniques de coaching vont suivre, les techniques neuroscientifiques vont suivre pour que la personne maintenant puisse avoir un résultat à long terme. Parce que les médicaments peuvent constituer un résultat à court terme, la psychothérapie seule peut constituer un résultat à court terme, mais si les deux ne sont pas dans un mariage par intelligence, nous risquons de ne pas avoir un résultat à long terme et on a des résultats à court terme. D'abord, pour ceux qui vivent avec les bipolaires, ils doivent savoir les prendre. Ils doivent être tolérants, ils doivent être patients et ils doivent avoir un tempérament calme. Maladie, phénomène,
Être bipolaire ou du moins souffrir de la bipolarité n'est pas une fatalité. Apprenons à connaître le mal et à nous socialiser avec ces personnes atteintes. Au Burkina Faso, le gouvernement a autorisé la relâche de 10 000 moustiques mâles génétiquement modifiés afin de lutter contre le paludisme. Leur but, féconder les femelles locales dont les œufs n'écloront pas à cause de la modification génétique. Ceci est une première en Afrique. En Australie, l'expérience a déjà porté ses fruits. En quelques semaines, les scientifiques ont observé une chute de plus de 80% de la population des insectes vecteurs de maladies. Rappelons que le paludisme demeure encore aujourd'hui un problème de santé publique préoccupant dans la plupart des pays africains. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Aurélien Akouainou. On vous retrouve encore demain, si tout va bien. Noah Agbafa, le débat se poursuit au niveau de l'ESPER. On parlait donc des formations antiques, des étudiants qui sont obligés, quand ils quittent leurs écoles, d'aller dans d'autres centres de formation pour pouvoir se professionnaliser. Pour pouvoir se professionnaliser, parce que généralement, de l'autre côté, tous les cours sont presque sur papier, parce que quand vous allez même dans nos universités, vous allez voir, il y a beaucoup d'universités qui n'ont même pas de centre informatique, ou quand vous allez par exemple dans leur labo informatique, c'est à peine 10 ordinateurs pour peut-être 200 étudiants. Est-ce qu'il suffit d'améliorer le niveau pratique au niveau des écoles pour pouvoir combler le gap, ou le problème est plus sérieux? C'est le premier pas. Déjà, le programme tel qu'il est, au moins par rapport à cela, il faut faire beaucoup de pratique. Parce que quand nous parlons de TIC, nous parlons d'exercice, nous parlons de pratique. Or, dans beaucoup de cas, les étudiants composent juste pour avoir les notes et quand ils finissent, ils viennent dans la vie professionnelle, ils n'ont pratiquement rien comme métier en main. Ça, il faut régler ce problème pour que les étudiants, quand ils vont sortir, pour qu'ils puissent véritablement répondre aux besoins du marché. Parce que le marché existe, je ne manque pas de le dire, j'insiste même dessus, le marché existe. Vous vous rendez compte, quand je prends par exemple simplement la maintenance, vous vous rendez compte, la maintenance, regardez le nombre d'ordinateurs qui existent. Vous en parlez beaucoup, hein, autre que la maintenance informatique. Non, juste pour ne citer que ce cas. Est-ce qu'il y a d'autres justement? Est-ce qu'il y a d'autres formations qui sont vraiment demandées? Mais oui, il y en a beaucoup. Je vous ai parlé, par exemple, dites-vous que j'ai lu, par exemple, une étude qui a montré, par exemple, qu'au Bénin, nous tournons autour de 1,1% des entreprises qui disposent d'un site Internet. 1,1%. Donc, besoin de créateurs de sites Internet. De sites Internet professionnels. De boutiques en ligne, par exemple, des sites Internet professionnels. Mais on en a très peu. Dans la plupart des cas, vous allez voir beaucoup d'étudiants, ils sont dans les CMS. Il prend un CMS, il fait suivant, il dit voilà, voici le site. Et là encore, même dans les CMS, il n'est pas suffisamment bien aguerri. Vous voyez, il y a beaucoup d'autres formations. Quand vous prenez par exemple les web marketeurs, on n'en a presque pas. Vous prenez des community management. Quelqu'un par exemple, oui, moi j'ai créé ma page Facebook et je veux vendre un produit. Quelqu'un qui est capable de réunir de la communauté autour pour que moi je vende. Quelqu'un qui est capable d'écrire correctement mes tests pour que moi je puisse vendre. Quelqu'un qui est un communicateur digital. Il n'y a pas de formation pour... Vous voyez, même lorsque vous allez dans les universités... Il y a beaucoup de formations en ligne, il ne faudrait pas qu'on oublie. Exactement. Puisque le monde aujourd'hui est planétaire, vous pouvez peut-être au Bénin suivre des formations en ligne dans d'autres pays qui vous amènent justement à avoir la main sur ces métiers. Il ne faudrait pas qu'on balaie aussi ces formations. Généralement, nos étudiants, quand ils finissent les cours et qu'ils n'ont pas les moyens pour aller dans les instituts de formation pour se faire professionnaliser véritablement, ils sont obligés de se contenter des cours en ligne. Mais vous savez, les cours en ligne, pour mieux réussir, il faut avoir un mentor. Il faut être dans un système de mentoring, il faut être dans un système de tutorat pour que quelqu'un puisse vous accompagner ici. Parce qu'on parle de création de sites Internet. Le cours en ligne seul ne pourra pas vous suffire. Vous voyez, pour l'aspect pratique de la chose. L'aspect pratique de la chose, parce que quand nous parlons de TIC, nous parlons de pratique. Nous ne parlons pas que de théorie. C'est vrai, la théorie est là comme base, mais il faut avoir du métier. Il faut avoir du métier pour répondre aux besoins du marché. Un marché qui est très exigeant aujourd'hui, mais un marché qui est totalement vierge quand nous parlons de Bénin. Le Bénin, le marché en termes de TIC, est totalement vierge. Ça existe véritablement, mais j'avoue qu'il y a moins de répondants. Alors, Noah Agbafa, il ne faut pas oublier, nous sommes en début d'année. Est-ce que vous conseillerez les formations TIC à ces étudiants-là qui se demandent encore quoi faire, justement? Vous me tirez la langue.
L'éthique, moi, c'est ma vie. Je ne vis que d'éthique, c'est ma vie. Donc, je dirais, comme je vous l'ai dit, le marché existe. Le marché existe, c'est plutôt ceux qui ont du métier pour satisfaire le marché qui manque. Alors, je vais inviter beaucoup de personnes, massivement les étudiants, à investir ce domaine et à se faire véritablement professionnaliser. Parce que au Bénin, et je le dis, c'est le seul domaine où on ne chôme jamais. Alors, le seul domaine où on ne chôme jamais, chers étudiants, vous le savez, pour vous qui vous êtes fait former en TIC, voilà donc un boulevard d'opportunités pour vous. On restera toujours avec Noah Agbafa demain, toujours dans la rubrique Expert, mais là, on parlera plutôt de comment entreprendre dans le numérique. Gardez justement le cap et maintenez le rendez-vous. L'expert, justement, part et finit donc les différents plateaux du grand rendez-vous. Mais on ne vous abandonne pas. Rendez-vous sur la toile. Le retour des anciens tarifs de forfait Internet est officiel. C'est à travers un communiqué que le gouvernement a expliqué les raisons de l'abrogation du décret décrié. L'annulation est le fruit d'une séance de travail entre le président de la République, Patrice Talon, les opérateurs GSM et l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP le samedi dernier. L'augmentation des coûts sur les réseaux sociaux et forfait appel est désormais du passé pour les Béninois. Une nouvelle qui réjouit déjà plus d'un. L'autre information qui ne veut pas faire que de content est la fermeture des cabinets de soins illégaux. C'est une décision du ministre de la Santé, Benjamin Ronkpati. Les cliniques et les cabinets de soins ouverts par les agents du secteur public ne vont pas être épargnés. Les cliniques qui sont en règle vont recevoir la visite des inspecteurs. L'objectif est de voir si ces centres de santé répondent toujours aux normes. Une dernière phase de répression est prévue les jours à venir. Hors de nos frontières, le Ghana vient de signer un prêt de 1,3 milliard auprès de banques internationales. Ce fonds est destiné au financement de la filière cacao pour la saison 2018-2019. Selon l'autorité de régulation de la filière, les ressources serviront à acheter au moins 900 000 tonnes de cacao aux agriculteurs au cours de la campagne qui débute en octobre 2018. Une partie des fonds sera allouée pour la lutte contre les maladies du cacao et à accroître le rendement. Le montant sera remboursé après 12 mois avec un taux d'intérêt de 0,6%. Restons dans le milieu agricole et parlons de start-up. En Tunisie, Suiveur, une plateforme a été créée pour faciliter la vie aux artisans et aux gérants de très petites entreprises. Elle permet d'avoir accès en quelques clics et en temps réel aux principales tâches de planification des entreprises. Et selon Jeune Afrique, cette plateforme est un outil très intéressant et elle pourrait inciter les acteurs du domaine à se déclarer auprès des services fiscaux. Le fondateur de Suiveur, Azam Soualmia, n'est pas un diplômé d'une grande école de commerce, mais un self-made man atypique. L'entrepreneur d'environ 25 ans est persuadé du potentiel du produit et veut le commercialiser. Il suffit d'avoir une connexion Internet et un écran mobile, tablette ou ordinateur pour accéder à Suiveur. Fin des informations sur la toile. À bientôt. Merci à vous, Fulgensia Rotondi, pour cette revue de l'actualité web. Et bien, pour vous, mesdames et messieurs, qui venez de nous prendre au vol, le rappel de la météo.
Alors, mesdames et messieurs, nous avons eu 3 rubriques au cours de ce numéro. Nature et bien-être s'est intéressé à la destruction de la couche d'ozone, une menace pour l'environnement. Autant savoir est allé à la découverte du transport fluvial. Quant à l'ESPER, il nous a entretenir des formations qui existent dans le domaine des TIC. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, ce sera encore un autre rendez-vous et d'autres plateaux avec d'autres invités. Merci de toujours rester fidèles.